Some say a heart is just like a will. When you bend it, you can't mend it. And my love for you is like a sinking ship, and my heart is on that ship out in the ocean. They say that death is a tragedy. It comes once, then it's over. But my only wish is for that deep dark abyss. For what the use of living with no true lover? And it's only love, and it's only love that can break a human being and turn him inside out. That can break a human being and turn him inside out. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci de revenir nous voir à Strasbourg des mois et des mois. C'est mon plaisir. Après la sortie de ce livre qui avait tant fait parler, on va discuter sur le plateau tout à l'heure avec Anne Sinclair et Adèle Van Rett de l'actualité politique, c'est-à-dire grosso modo un an d'actualité politique. Elle a été fournie et pour le commentateur hebdomadaire que vous êtes dans les colonnes de l'Obs, il y a beaucoup à dire, et ce chaque semaine. Oui, alors la première chose à dire, c'est qu'on est encore vivant. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'après le Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis, on était en droit d'avoir peur, de penser que la vague nationaliste réactionnaire pourrait s'abattre sur la France. Elle s'est abattue, mais moins forte qu'on pouvait le craindre. Et il y a surtout eu d'autres débouchés pour ce phénomène dégagiste qui animait et qui anime encore d'ailleurs les populations d'Europe et d'Amérique. Et donc, il y a énormément d'événements qui se sont passés, mais l'événement principal, c'est de comprendre, à mon avis, que nous avons réussi à mettre un holà à ce qui semblait inéluctable, c'est-à-dire cette vague anti-Europe, anti-cosmopolite qui travaillait et qui travaille toujours en profondeur les sociétés occidentales, mais qu'il faut toujours garder à l'esprit que si nous ne sommes pas morts, nous sommes néanmoins toujours malades, et que les réponses de fond au malaise occidental n'ont toujours pas été ni esquissées, ni apportées, évidemment. Un nouveau président est au pouvoir en France depuis quelques mois. En matière de campagne électorale, il l'a mené avec plutôt une grande habileté, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis, il est au pouvoir. Quelles sont les premières réflexions que vous avez sur cet exercice du pouvoir? Vous savez, moi je suis à mon avis un des rares à revendiquer une forme d'athéisme en Macronie. Stendhal disait qu'il fallait revendiquer le droit à être athée en politique. Moi je ne suis pas athée en politique, je crois fermement dans des principes que je sacralise, mais je suis athée en Macronie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me dérangent et d'autres qui me plaisent, et j'entends bien les dire en étant fidèle à mes idées. Une chose qui me dérange fortement, c'est l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. On retourne à une tradition monarchique française qui est celle de la Ve République et à un esprit des institutions qui, à mon avis, ne correspond pas à l'époque dans laquelle nous vivons. Une autre chose qui me choque, c'est la capacité à produire de manière concomitante une baisse de 5 € des APL et une suppression partielle de l'impôt sur la fortune. Là, je pense qu'il y a un véritable souci, mais a contrario, un discours, par exemple, à Athènes sur l'Europe, sur la nécessité de critiquer l'Europe telle qu'elle est pour produire plus d'Europe et mieux d'Europe, eh bien, un discours que je trouve rafraîchissant et extrêmement intéressant. Et donc, il faut, à mon avis, ne croire ni à Dieu ni à l'Antéchrist quand il s'agit de juger le président de la République et essayer de comprendre ce qui se met en place. Et ce qui se met en place est partiellement
quelque chose qui correspond à ce que je crois, sur l'Europe notamment, et partiellement quelque chose qui, à mon avis, va dans un sens dangereux sur d'autres sujets. Et sur cette question, on terminera par là, sur cette question qui clive vraiment le pays, qui fait s'interroger le pays très nettement de la part d'Emmanuel Macron et du pouvoir actuel. On cherche à classer les Français entre ceux qui aimaient le vieux monde et qui ne sont pas prêts d'en sortir et ceux qui souhaitent qu'un nouveau monde arrive sans qu'on nous dise trop ce qu'est ce nouveau monde. C'est quand même un clivage qui est organisé au plus haut niveau de l'État. Hein. Mais il y a quelque chose de fascinant aujourd'hui, c'est qu'on nous explique qu'enfin le nouveau monde est arrivé et que quand je regarde le nouveau monde, en particulier, si on veut être concret, cet affrontement de deux leaders charismatiques, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il ressemble furieusement au monde non pas d'avant, mais d'avant-avant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à nouveau dans une ultra-personnification de la question politique et qu'il me semble qu'au contraire, la nouveauté, le monde nouveau, supposerait justement de sortir de cette ombre du roi dont parle Emmanuel Macron et qui me semble totalement anachronique. Et c'est ça, moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un désir de renouveau qui s'est exprimé dans les urnes et qui anime la société française, mais il me semble que les formes qui aujourd'hui prennent la tête de ce renouveau sont des formes très anciennes. Et donc on est encore dans une période d'entre-deux. On ne sait pas à quoi ressemble ce nouveau monde, vous l'avez dit, et sur bien des aspects, ce nouveau monde me semble plus vertical et plus ancien que les vieux partis qu'on a eu raison de guillotiner aux dernières élections. Merci Raphaël. Merci. J'ai vu des gens promettre des monts et merveilles, avec un cœur si dur comme un vieux tas de pierres, et d'autres qui jamais ne m'avaient rien promis, qui m'ont offert la grâce qui purifie. J'ai vu des gens se prendre tellement au sérieux qu'ils ne sont que des pitres aux yeux de l'infini, et d'autres qui sont pris pour de simples d'esprit, qui sont les vrais seigneurs dans ce monde, oh oui. Plus me la faire. Plus me la faire. Bonjour Valérie Lagrange, vous serez en concert cet après-midi à 19h sur cette même scène. On vous interroge à l'issue de vos balances du matin qu'on a dégustées. Oui, je le dis sans... Oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie, il y a un micro quand même. Il y a un micro. Oui. Le monde est redevenu très effrayant, vous dites dans le livre. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est-à-dire qu'il était déjà très effrayant dans les années 38-40 pendant la Deuxième Guerre. Et ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Je suis née en 42, mais bon, je n'ai pas de souvenir de ça. Et puis après, il y a eu un grand moment de paix et d'abondance, on peut dire, où les gens trouvaient du travail comme ils voulaient. Et puis bon, puis maintenant, il y a eu le sida, il y a les attentats, il y a pour le problème sur la planète qui va mal, l'écologie. Alors en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens formidables qui ont des actions, mais c'est vrai que c'est un monde quand même assez terrifiant. Il y a eu 20 ou 30 années d'une parenthèse presque enchantée. Tout n'était pas non plus au pays des bisounours. Mais en tout cas, la liberté était au premier plan et vraiment. Vous en êtes le symbole extraordinaire. Mais en fait, la liberté, moi je suis artiste, donc j'avais pas le même problème que les gens qui
qui font un travail, donc, mais je sais, pour l'avoir entendu dire par des amis, qu'à l'époque, on perdait un travail, un travail vous emmerdait, on le laissait tomber, on prenait les petites annonces dans François et 3 jours après, on avait un autre boulot. Donc c'est incroyable le changement, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de problème de travail. Donc évidemment, tout était beaucoup plus détendu. Enfin, il y avait d'autres choses qui étaient coincées, mais en tout cas au niveau du travail et de l'argent, c'était quand même beaucoup plus libre. Et justement, libre, pendant tout ce temps-là, vous avez expérimenté plein de choses, quelquefois dans la douleur, dans la pénibilité, mais souvent dans la joie et dans l'exaltation presque, ouais. À l'image d'un petit peu de votre frère que vous nommez Jacques Kerouac, frère de cœur, oui. Qui lui était sur la route juste avant, la décennie d'avant. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui... c'est toute la bande de Kerouac, Ginsberg, Burroughs, tous ces gens-là qui ont commencé à ruer dans les brancards de la société américaine matérialiste à fond et qui, eux, ont pris le chemin contraire et puis qui ont fait beaucoup qui se sont beaucoup détruits la santé quand même, malgré tout, en prenant tout un tas de substances pas tellement saines, mais c'est des gens qui ont vraiment, surtout Kerouac, c'était un homme de cœur. C'était quelqu'un qui avait un cœur énorme et moi j'adore cet homme. J'ai lu tous ses livres, je connais toute sa vie. Bon, il est mort jeune, bien sûr. Il était bouddhiste. Il disait: je suis un bouddhiste alcoolique. Et voilà, c'est quelqu'un qui pouvait dormir à la Belle Étoile, qui prenait les trains de marchandises pour pouvoir voyager, et puis qui prenait des notes tout le temps. Et puis de temps en temps, quand il n'en pouvait plus de ses beuveries et de toutes ces soirées avec ses copains, quand il était à bout, il rentrait chez sa maman, qui était une vieille dame très, très gentille. Et là, il habitait avec sa maman, qui lui reprisait ses chaussettes et qui lui faisait... qui lui mitonnait des petits repas, et lui, dans sa chambre, il écrivait, d'après toutes les notes qu'il avait prises pendant des mois et des mois d'errance et de folie. On a lu tous les deux. Et après, voilà, c'est incroyable. Tous les deux sur la route. Oui. Quand on... Mais il n'y a pas que sur la route. Non, bien sûr. Y a beaucoup, et quand on réalise aujourd'hui que ce roman, ce livre est étudié dans les lycées, ça donne quand même un petit peu d'espoir par rapport à tout ce Oui, mais bien sûr. Mais moi, je garde quand même beaucoup d'espoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens formidables sur cette terre, heureusement, mais il y a quand même des cinglés, quoi, des grands malades, quoi. Qui sont les vrais seigneurs dans ce monde? Oh oui. Faut plus me la faire. Oh, merci. C'est gentil, merci. Christine Zufferey, Éric Sauvia, mes anges gardiens.